Et si, pour la première fois dans l'histoire contemporaine, l'empire de la dette vacillait sous la pression d'un peuple décidé à ne plus plier les chines? Imaginez le choc. La vieille structure de domination financière, patiemment bâtie depuis des décennies, menacée par la volonté, la dignité et la colère d'une nation africaine. Ce scénario, qui paraissait improbable il y a encore quelques années, est aujourd'hui à portée de main. Un séisme secoue l'Afrique entière. Emmanuel Macron, président de la République française, lance un ultimatum inédit et brutal au Burkina Faso. 7 jours. Oui, 7 petits jours. C'est tout ce que Paris laisse à Ouagadougou pour rembourser une dette écrasante dont le montant semble irréel. 8,4 milliards de dollars américains, soit une somme qui dépasse de loin le budget annuel du pays. Sinon, 60% de l'or national, ce trésor séculaire, et des millions d'hectares de terres agricoles seront saisis, arrachés, confisqués, transférés à des mains étrangères, comme aux plus sombres heures de la colonisation. Mais cette menace ne concerne pas que le Burkina Faso. Elle plane, telle une épée de Damoclès, au-dessus de tout le continent africain. Elle réveille une question brûlante, une question que des millions d'Africains murmurent ou crient aujourd'hui. Le capitaine Ibrahim Traoré va-t-il plier sous la pression ou défiera-t-il Paris, risquant ainsi de bouleverser l'ordre hérité de la colonisation? Derrière cet ultimatum, l'enjeu est colossal. Il s'agit de bien plus que de chiffres ou de traités. C'est l'accès aux ressources, la voix des peuples, la dignité d'un continent tout entier qui sont en jeu. Mais pour la première fois depuis des décennies, un espoir naît. Et si l'Afrique s'unissait enfin pour dire non? Non à la soumission. Non au système qui, sous couvert de dette, ne fait qu'appauvrir. Non à la confiscation d'un avenir pour lequel tant de générations ont déjà lutté. Le monde entier retient son souffle, les yeux rivés sur Ouagadougou. Ce bras de fer va-t-il briser le Burkina Faso? Ou bien ouvrir la voie à une renaissance africaine, capable de défier l'ordre établi depuis l'indépendance? Mais pour comprendre ce moment historique, il faut remonter le fil des événements. Que s'est-il passé pour que la France ose un ultimatum aussi frontal? Comment la dette, censée être un outil de développement, est-elle devenue une arme redoutable contre tout un peuple? 8,4 milliards de dollars. Cette somme, qui semble appartenir au vocabulaire des grandes puissances, pèse pourtant sur les épaules du Burkina Faso, un pays qui compte à peine plus de 20 millions d'habitants, mais qui, au fond, profite réellement de cette dette écrasante. Qui détient les clés de ces chaînes invisibles qui enserrent non seulement le Burkina Faso, mais aussi des dizaines d'autres nations africaines? Aujourd'hui, nous allons dévoiler la mécanique obscure qui étouffe non seulement un pays, mais tout un continent. Derrière l'ultimatum de Paris, les chiffres sont limpides. 2,1 milliards de dollars sont dus au Fonds monétaire international, accumulés depuis 2018. 1,7 milliard à la Banque mondiale, pour des projets d'infrastructure. 2 milliards à l'Union européenne, officiellement pour la transition énergétique et des programmes éducatifs. 1,6 milliard au fonds du G7, destiné au développement africain. Enfin, 1 milliard à la France elle-même, sous le nom de prêts bilatéraux et d'investissements divers. 5 créanciers, une toile d'araignée inextricable, et au centre, l'Afrique, prisonnière d'engagement qui semble se renouveler à l'infini. Chaque ligne de crédit est présentée comme une promesse de progrès. On vante le développement, la modernité, l'ouverture au monde. Mais la réalité est plus complexe. Prenons par exemple le barrage de Ziga 2, bâti entre 2019 et 2022, pour un coût de 750 millions de dollars. Loin d'être le miracle attendu, cette centrale hydroélectrique a surtout profité à des multinationales étrangères. Aujourd'hui, plus de la moitié de l'électricité produite est vendue à des compagnies minières ou exportée, tandis que de nombreux foyers burkinabés attendent toujours une alimentation stable et fiable. La ligne ferroviaire Ouagadougou-Abidjan, rénovée de 2020 à 2024, sous couvert de modernisation, a vu ses tarifs doubler. Les commerçants et les petits producteurs locaux, déjà fragilisés par la concurrence internationale, suffoquent. Les géants du transport, eux,
engrange les bénéfices grâce à l'acheminement des matières premières vers les ports d'exportation. Il y a aussi l'exemple de Digital Sahel, un projet de télécommunication lancé en 2018, avec un investissement de plus d'1,5 milliard de dollars. Cette infrastructure numérique, censée connecter les villages les plus reculés, reste sous contrôle de groupes occidentaux. Les serveurs, les réseaux, toute la chaîne de transmission des données sont entre les mains de sociétés étrangères, qui décident qui a accès à l'information, à quel prix et selon quelles règles. Le site aurifère de Koudougou est encore plus frappant. 2 milliards de dollars y ont été investis, mais plus de 70% des parts appartiennent toujours à des intérêts européens. Résultat, l'or extrait du sous-sol burkinabé file, chaque année, sans retour vers Paris, Bruxelles ou d'autres capitales, tandis que les retombées pour la population se résument à quelques emplois précaires et des villages défigurés par l'exploitation. Même l'école n'est pas épargnée. Le programme Apprendre en français, financé à hauteur d'1 demi-milliard de dollars, a été présenté comme un levier d'alphabétisation. Mais il a eu pour effet d'effacer des langues nationales des salles de classe, réduisant la transmission de culture et de savoirs locaux. De nombreux enseignants racontent aujourd'hui qu'ils n'ont plus le droit de parler mouré, dioula ou fulfulde avec leurs élèves, sous prétexte de modernité. Les enfants grandissent ainsi éloignés de leurs racines. Ce n'est pas seulement de l'argent qui s'envole avec cette dette colossale. Ce sont des terres, des ressources, des pans entiers de la souveraineté et jusqu'à l'âme du pays qui sont menacés. Derrière la mécanique de la dette se cache un marché de dupes. On investit, on s'endette, mais à chaque génération, la pauvreté s'aggrave, les élites s'éloignent du peuple et la dépendance s'approfondit. Pourtant, face à ce piège, une résistance s'organise. Ibrahim Traoré, jeune capitaine propulsé au sommet de l'État, refuse de céder l'avenir du Burkina Faso sans lutter. Ce refus, qui semblait d'abord isolé, devient chaque jour plus populaire. Quand la dette enserre comme une chaîne, qui aura le courage de la briser? Cette question, qui hante l'histoire de tant de nations opprimées, s'impose aujourd'hui au Burkina Faso et à toute l'Afrique. Sous le soleil brûlant de Ouagadougou, Ibrahim Traoré s'adresse à la foule. Il ne cache rien. Le Burkina Faso, malgré ses immenses richesses, or, coton, cacao, uranium, reste parmi les pays les plus pauvres du continent. Les ressources s'écoulent à l'étranger, mais les enfants du pays, eux, restent privés de leur part. Les écoles manquent de tables et de craies. Les hôpitaux n'ont ni médicaments ni électricité. Les promesses d'infrastructures, barrages, voies ferrées, réseaux numériques, sonnent creux. À chaque fois, les bénéfices repartent vers Paris, Bruxelles, Washington. Derrière chaque projet, chaque prêt, se cache une mécanique bien huilée. Les institutions étrangères récoltent, le Burkina Faso s'enfonce dans la dette et la dépendance. La colère enfle. Les rues de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso vibrent au son des slogans « Pas de soumission »,« Notre or, notre avenir »,« Burkina digne et libre ». Les drapeaux s'agitent, les poings se lèvent, la jeunesse descend dans la rue. L'éveil populaire balaie la résignation. Ce n'est plus une simple question de chiffres, c'est un combat pour la dignité, semblable à ceux qui ont secoué d'autres continents. Dans chaque regard, on lit la mémoire des luttes. Thomas Sankara n'est pas oublié. Il y a aussi l'écho de San Domingo, où les esclaves ont arraché leur liberté. On retrouve la force des marches de Selma pour les droits civiques, la résistance de Hanoï face à l'empire colonial. Les mêmes aspirations traversent les frontières et les époques. Chaque peuple qui s'est dressé contre l'injustice a changé le cours de l'histoire. On pense à l'Inde de Gandhi, à l'Afrique du Sud de Mandela, au Vietnam de Ho Chi Minh. Toutes ces luttes, unies par un même souffle de liberté, inspirent aujourd'hui le Burkina Faso. La tension est à son comble. Le pays est suspendu entre deux chemins, courber l'échine sous le poids de la dette, ou se relever pour défendre sa dignité. Ibrahim Traoré, en dénonçant la mascarade du développement, rallume la flamme de l'insoumission. Le peuple refuse d'être réduit au silence. Il veut écrire son propre destin, sans tuteur ni sauveur autoproclamé. Mais ce progrès affiché a-t-il réellement un prix? Qui porte vraiment le fardeau de cette dette?
Le peuple commence à se demander à quoi ressemble la liberté et ce qu'il faudra sacrifier pour la conquérir. La réponse, bientôt, exigera un choix historique. Quand la résistance s'étend, l'Afrique s'éveille et le monde retient son souffle. À Ouagadougou, la colère gronde, profonde et contagieuse. Sur les terres du Burkina Faso, la crise ne se contente plus de menacer. Elle déchire déjà le tissu social. Les terres ancestrales sont arrachées, des villages entiers déplacés, les traditions effacées sous le vacarme des bulldozers. Là où des rites millénaires rythmèrent l'existence, il ne reste parfois que le silence et la poussière. Les langues maternelles, jadis fierté transmise de génération en génération, s'effacent peu à peu des écoles, remplacées par des mots venus d'ailleurs. Avec elles disparaissent des savoirs, des chants, des pans entiers de mémoire collective. Mais la violence ne frappe pas seulement la culture. La crise précipite une catastrophe sanitaire et écologique. Les familles fuient les terres polluées par les mines d'or et de manganèse. Le fleuve Volta se couvre de résidus toxiques. Les maladies respiratoires et cutanées se multiplient. Les enfants tombent malades, les aînés meurent plus jeunes. D'anciens vergers fertiles se changent en déserts stériles. À chaque hectare perdu, c'est un pan de l'âme burkinabé qui s'effondre, une partie de l'histoire qu'on ne pourra jamais replanter. Pourtant, la colère ne connaît pas de frontières. Très vite, la lutte s'étend au-delà du Burkina Faso. Le Mali, le Niger, puis d'autres voisins se lèvent. À Bamako, à Niamey, à Abidjan, les rues résonnent d'un même cri. Pas de retour en arrière. Une vague de solidarité noire traverse le continent, bouleversant l'ordre établi. L'effet domino prend de court les chancelleries occidentales, qui n'avaient pas anticipé cet élan de fraternité panafricaine. Face à la fronde, la riposte internationale est rapide et impitoyable. Les sanctions économiques pleuvent, décidées par la France, l'Union européenne, les États-Unis. Les transferts bancaires sont gelés, les ports fermés, l'aide humanitaire suspendue. Mais désormais, la Russie et la Chine s'invitent dans le jeu, offrant du blé, des crédits, des drones, et promettant des partenariats sans condition. Leur présence attise les braises d'une nouvelle guerre froide sur le sol africain. Les alliances se recomposent. Les cartes du pouvoir sont rebattues. Au cœur du tumulte, une identité nouvelle prend forme. La peur recule, remplacée par une fierté inédite. Les réseaux sociaux deviennent la caisse de résonance d'une solidarité panafricaine. Artistes, intellectuels, jeunes puisent dans la résistance burkinabé pour écrire, peindre, manifester. Pour la première fois depuis des décennies, le mot « souveraineté » devient une cause partagée, non plus une chimère inaccessible. Les récits de la résistance burkinabé inspirent les diasporas, ravivent la flamme du panafricanisme. Le risque, bien sûr, est immense. Tout perdre ou s'offrir une renaissance. L'histoire s'écrit dans la douleur, mais aussi dans l'espérance. Pour chaque paysan exproprié, pour chaque jeune qui brandit le drapeau, une certitude s'installe. La dignité n'a pas de prix. Mais face à l'isolement et aux sanctions, comment le Burkina Faso tente-t-il de transformer l'épreuve en levier pour son avenir? C'est là que la résistance prend une dimension inattendue, qui surprend les analystes du monde entier. Et si la faiblesse devenait la nouvelle arme des peuples? Ce que d'aucuns prenaient pour de la vulnérabilité au Burkina Faso s'est métamorphosé en force de frappe. Face à l'ultimatum français, le pays n'a pas courbé l'échine. Il a bousculé l'ordre établi et ouvert la voie à une transformation profonde, à la fois symbolique et économique. La diversification des alliances a été le premier coup de maître. Confronté aux sanctions de l'Occident, Ouagadougou s'est rapproché de Moscou, de Pékin et d'autres puissances émergentes. Ces nouveaux partenaires, sans conditions héritées du passé colonial, ont apporté des alternatives réelles. Investissements agricoles, transferts technologiques, crédits avantageux. Pour la première fois, le Burkina Faso a pu imposer ses propres règles. Le gouvernement burkinabé a exigé que les contrats miniers soient renégociés pour garantir au moins 40% des parts à l'État. Les taxes à l'exportation sur l'or ont été doublées. Un fonds souverain a été créé pour investir dans l'éducation et la santé, financé par les revenus de l'or et du coton. Ironie du sort,
Les sanctions conçues comme une punition sont devenues un tremplin vers l'émancipation. Privé du soutien traditionnel, le pays a repris la main sur son économie. La nationalisation partielle des mines, la hausse des taxes sur les capitaux étrangers et la réorientation des exportations vers de nouveaux marchés ont permis de récupérer une partie des richesses longtemps échappées. Loin de se résigner, la population a trouvé dans l'épreuve une nouvelle fierté. Ibrahim Traoré, d'abord isolé, est vite devenu le symbole d'une Afrique qui ose défier l'ancienne tutelle. Son nom circule désormais dans toutes les capitales du continent. Mais ce sursaut n'est pas seulement économique, il est aussi générationnel. Dans les rues de Ouagadougou, une jeunesse autrefois désabusée se rassemble, prête à défendre sa dignité conquise de haute lutte. Les écoles adaptent leurs programmes, réhabilitent les langues locales et réapprennent l'histoire africaine trop souvent racontée par d'autres. La résistance change de nature. Elle devient une fierté partagée, une identité nouvelle forgée dans l'adversité, tournée vers la renaissance. Des ateliers d'histoire locale voient le jour dans les quartiers populaires. Les anciens racontent leurs mémoires, les enfants apprennent les chants traditionnels. Des coopératives agricoles émergent, refusant les semences importées pour privilégier les variétés locales. L'économie sociale et solidaire s'organise, des monnaies locales sont expérimentées dans certaines régions, inspirées de modèles sud-américains comme le sucre équatorien ou la moneda sociale du Brésil. La plus grande victoire réside peut-être dans la réappropriation du récit. Là où l'ultimatum français voulait imposer la honte, il a généré des histoires héroïques, transmises des villages aux réseaux sociaux, jusqu'à la diaspora. Le Burkina Faso a fait de la crise une source d'inspiration durable. Les gestes et les paroles de Traoré servent maintenant de leçon à tout le continent. Transformer la vulnérabilité en arme politique, opposer la dignité au chantage. D'autres pays observent et s'inspirent. Le Mali lance une réforme agraire, la Guinée réécrit sa constitution, le Sénégal débat de la renationalisation de l'eau. L'élan burkinabé fait école. Les diasporas africaines de Paris, Bruxelles, Londres, Montréal s'organisent, manifestent devant les ambassades, interpellent les médias internationaux, diffusent des tribunes. La solidarité s'internationalise, l'Afrique n'est plus seule face à la pression. Car au fond, ce qui se joue dépasse le simple bras de fer financier. Il s'agit de souveraineté, de fierté retrouvée et du pouvoir d'inspirer l'avenir. L'histoire s'inverse. Les faiblesses d'hier deviennent les forces de demain, sous le regard d'un monde fasciné par cette Afrique qui ose écrire ses propres règles. Mais cette renaissance ne va pas sans nouveaux défis. Déjà, des fissures apparaissent, révélant la fragilité de cet équilibre conquis de haute lutte. Les marchés financiers restent nerveux, la production agricole souffre du manque d'engrais importés, l'inflation menace les plus pauvres. Les puissances occidentales multiplient les pressions, tentent de déstabiliser le gouvernement, instrumentalisent certains opposants. La vigilance est de rigueur. Le vrai pouvoir ne se mesure pas en chiffres, mais dans la capacité à rester debout et à défendre sa dignité coûte que coûte. Ibrahim Traoré multiplie les appels à l'unité, encourage la création de comités de quartier, relance les débats sur l'autosuffisance alimentaire, invite les Burkinabés à consommer local, à investir dans leur propre avenir. Ce que retiendra l'histoire, ce ne sont ni les montants de la dette, ni la brutalité d'un ultimatum lancé depuis Paris. Ce qui comptera, c'est qu'un peuple, mené par Ibrahim Traoré, a choisi de refuser l'humiliation et de proclamer sa souveraineté alors que tout semblait perdu. La France croyait imposer sa loi, persuadée que le Burkina Faso plierait sous la menace et les échéances. Mais le choc n'a pas brisé Ouagadougou. Il a réveillé une Afrique lasse de s'agenouiller. En osant dire non, le Burkina Faso a rallumé une flamme d'espoir dans chaque jeune du continent qui doutait que la dignité ait encore un sens. La vraie victoire ne réside pas dans l'évitement d'une sanction ni dans la négociation d'une dette héritée. C'est d'avoir repris la main sur son histoire, d'avoir refusé le marché de la honte et d'avoir crié au monde que la dignité ne se marchande pas, pas même contre tout l'or du sous-sol. Ce moment dépasse le simple affrontement entre deux États. Il marque une renaissance. Un peuple, que l'on croyait condamné à la résignation, a refusé de laisser d'autres écrire son destin. Ce choix, ce courage, a bouleversé non seulement les puissances étrangères,
mais aussi une jeunesse africaine qui s'est reconnue dans ce refus de l'inacceptable. Pourtant, ce pouvoir demeure fragile. Il repose sur une seule condition: ne pas oublier. Si ce réveil s'éteint dans l'oubli, si d'autres réécrivent l'histoire à notre place, alors le sacrifice de cette résistance aura été vain. Nous perdrions plus qu'une bataille économique: notre mémoire, notre fierté et la chance d'inspirer ceux qui suivront. Au contraire, si cette mémoire est entretenue, si l'histoire est transmise et la résistance amplifiée, alors naît une nouvelle identité africaine, forgée dans la dignité retrouvée et prête à affronter tous les ultimatums à venir. Le défi, désormais, est de transformer cette victoire morale en élan collectif, pour que chaque pays, chaque citoyen, s'affirme comme maître de son destin et porteur d'une souveraineté qui ne se négocie plus. Cela demande du courage, de la vigilance et la capacité de s'unir au-delà des frontières, des origines et des langues. En tirant les leçons de cette crise, le Burkina Faso montre la voie: diversifier ses partenariats, valoriser ses ressources, protéger ses cultures, investir dans l'éducation et la santé, renforcer les solidarités régionales. C'est ainsi que se referme la question ouverte au début de ce récit. Oui, un peuple peut défier l'empire de la dette. Oui, l'Afrique peut s'unir pour refuser la soumission. Et c'est dans ce refus, dans cette insoumission partagée, que naît la promesse d'un avenir